Bonsoir à tous. Bienvenue sur 1, 2, 3 Coaching, l'émission qui parle d'activité physique, qui parle de sport, mais pas que. J'espère que vous êtes en forme. On se retrouve avec mes invités comme chaque mardi à 20h. On va commencer par toi, Adam. Comment tu vas? Bonsoir, Adam. Ça va. Ça va? Qu'est-ce que tu as fait de bon ce week-end? Ce week-end, comme tu sais, je l'avais dit plus tôt dans la journée, j'étais en gros un cours de salsa, une initiation de salsa à la plaine. Ouais. C'était stylé, c'était pas mal, du coup j'ai dansé un peu. Okay. Et dimanche matin, c'était cours de calisthenics avec SWC du coup. D'accord, donc en plus d'être coach sportif, tu es aussi danseur. J'apprends. Tu apprends. Oui. Tu es grand débutant ou tu danses un peu, tu fais quelques figures? Non, pas de base. Pas mais de base. C'est de la salsa, du coup, je fais juste les pas de base. Après, ça va, je chope un peu le rythme. Donc, ça va. Niveau rythme, c'est pas le plus dur. Parfait. C'est juste d'avoir l'habitude, tu vois. Rémi, bonsoir Rémi. Bonsoir. Mon ami de longue date, comment tu vas? Impeccable, merci. Impeccable. Qu'est-ce que tu as fait de... Merci à toi d'être venu. Tu es sportif, Rémi, multisport. Tu as fait beaucoup de... Tu as touché à beaucoup de choses. Tu fais du coaching aussi. Comment tu vas? Ça va, donc voilà, moi je me présente, je m'appelle Rémi, donc ça fait une dizaine d'années que je fais des sports de combat. Donc j'ai aussi touché au sport collectif, donc c'est pas mal aussi. Et donc là, cette année, je fais de la lutte, ça doit faire 4 ans, et là cette année, je suis sur un club à Marseille qui s'appelle Lutte Olympique Massilia, à Les Ivoires. Et sinon, un club de MMA qui s'appelle Team Evolution aussi. Donc tu touches à tout. Tu touches à tout. J'allais dire que des sports de combat, mais non, pas que, parce que tu fais aussi du calisthénique avec Adam. Voilà, cette année, j'ai démarré le calisthénique avec Adam aussi. Donc, comment ça se passe? T'es content? Ouais, je suis content. Il est gentil. En fait, je me laisse progresser avec le temps, en fait. D'accord. Parce que des fois, dans l'esprit, on peut faire plein de choses, mais le corps, il a ses limites. Très bien. Il faut l'accepter, il faut aller dans le temps. Et ça va, je progresse, je suis assez content. Super. Voilà. Tu vas nous en dire un tout petit peu plus tout à l'heure. On passe à Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir Jean-Alain. Comment tu vas? Ça va, super, écoute. Alors Romain, il est multisport, il est acteur, il est compétiteur, il est professeur. C'est ça. Ouais, professeur de jiu-jitsu brésilien. Jiu-jitsu brésilien, ça fait combien de temps que tu en fais? Ça fait plus de 20 ans déjà. D'accord. Ça fait quand même longtemps. Et tu continues toujours dans la compétition, dans le... Ouais, je continue toujours. Bon là, les 2 dernières années, j'ai eu quelques petites blessures qui m'ont freiné un petit peu dans mon déroulé. Et puis le Covid aussi qui nous a mis une grosse claque. Tu aurais dû être dans l'émission de la semaine dernière parce qu'on a parlé justement des blessures des sportifs et de tous les outils que le sportif possède justement pour éviter de se blesser ou pour se remettre en forme une fois qu'il est blessé. Ouais, c'est un sujet intéressant en plus. Alors, tu es ceinture noire de Jiu-Jitsu. Est-ce que ça correspond aux mêmes ceintures que le judo ou il y a une différence? Pas du tout. Il y a un système de grade qui est complètement différent. Ouais. Et le temps pour arriver aussi à une ceinture noire, la coédification qui est liée au grade, est complètement différent. D'accord. Donc, on est sur quelque chose de très très long. Super. Tu vas nous en dire plus tout à l'heure avec des photos, des vidéos. Tu vas nous parler un peu de ton expérience. Ouais. Alors, je vous rappelle que 1, 2, 3 Coaching, c'est l'émission qui parle de sport, qui parle d'activité physique, qui parle de nutrition. On reçoit des spécialistes, on vous donne des conseils. N'hésitez pas à réagir sur le chat, à nous donner votre avis. Si vous voulez aussi participer à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter. On remercie Jimmy à la technique qui nous accueille dans ses locaux, Black Feeling Radio. Adam, ce soir, c'est toi qui commence la chronique du coach. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as concocté comme conseil, comme avis, comme chronique? Juste aujourd'hui, parler de mon activité en gros de coach au sein de SWC. La dernière fois... On avait présenté un peu le calisthénique. SWC, ensuite aujourd'hui, comment moi je déploie le coaching avec le calisthénique auprès des clients. Donc, tu n'es pas seulement compétiteur de calisthénique, tu es aussi coach sportif. Et qu'est-ce que les gens recherchent quand ils viennent te voir? Quels sont leurs objectifs? Alors, généralement, du coup, ça va être donc soit pour la performance, on va faire simplifier, soit pour de la performance, soit pour le côté activité physique, forme. Donc, généralement, quand je dis il y a aussi un mix des deux, mais pour la performance, ça va être donc apprendre de nouveaux mouvements, apprendre tel mouvement, améliorer sa condition physique. Par exemple, on va dire directement, je veux apprendre ce mouvement, je veux apprendre à faire l'arbre droit, je veux apprendre à faire le drapeau, je veux faire plus de traction. Et le côté forme va être plus,
Je veux, par exemple, avoir physique plus athlétique. D'accord. Je veux améliorer mon gainage. Je veux avoir une meilleure posture dans la vie en général. D'accord. Je veux être un peu plus fit. Est-ce que tu as des gens qui viennent te voir pour perdre du poids, pour hors calisthénique, je veux dire? Est-ce que tu es aussi un coach je peux le faire. Je peux faire cette programmation. C'est pas là où je suis le plus expert. Je peux le faire quand même. Ouais. Mais c'est pas là où j'ai le plus de demandes, dans le grand public. Si on dit non compétition, des personnes qui vont pas venir pour le calisthenics, mais pour du coaching sportif, bien sûr, ça va être plus dans le cadre de renforcement musculaire, de renforcement au poids du corps, de corps collectif, parce qu'ils veulent pas s'entraîner par exemple en salle ou avec des charges, qui préfèrent le poids du corps, qui préfèrent les cours en plein air, en collectif, ou pour se remettre en forme, pour du renforcement musculaire. D'accord. Mais pour la perte de poids, c'est là où j'ai le moins de... Tu as le moins de demandes. Mais est-ce qu'on peut perdre du poids en faisant du calisthénique? Disons qu'il faudrait le coupler. Après, oui, parce que en soi. Ouais, parce que quand je vous regarde quand même, vous êtes plutôt affûté. Oui. Il y a Rémi qui en fait. En fait, comme c'est du travail au poids du corps, c'est très efficace pour le renforcement musculaire. Je pense c'est plus efficace. Quelqu'un qui va vouloir perdre du poids, moi, je préfère je préfère ne pas le faire travailler avec des charges, le faire travailler au poids du corps. Les charges, je préfère privilégier pour l'hypertrophie, la force. Et donc pour tout ce qui est la perte de poids, je le mets dans le cadre de la forme. Donc pour le cas de la forme, je préfère mettre du poids du corps avec de l'énergétique, du cardio, quelque chose de plus doux. Et la charge, je préfère le mettre en secondaire dessus. J'en rajoute, mais en secondaire. D'accord, donc tu es plutôt un coach sportif qui accompagne les gens sur le côté être en forme. Disons pas forcément. Ça va être il y a la partie forme. Au-delà de la compétition, il y a le côté compétition, mais il y a le côté performance, il y a le côté conditionnement physique, renforcement. C'est ce que j'appelle la forme. Aussi le côté forme. Ouais, d'accord. Moi, en fait, on va dire oui. Conditionnement physique pour toi, c'est quoi si les gens qui nous écoutent c'est plus le côté forme, ça va être plus être en forme dans la vie de tous les jours. Et quand je dis conditionnement, c'est plus des personnes qui ont envie d'améliorer la condition physique dans le cadre. Je veux avoir un peu plus de force, être capable de faire plus de traction, plus de pompes, tenir mieux mes entraînements. D'accord. Ou avec d'autres sports connexes. Mais ce serait, on va dire, un peu une frontière entre forme et performance. D'accord. Voilà. Les garçons, Rémi, tu voulais intervenir? C'est vrai que pour vous les coachs, c'est toujours un défi parce que chacun est différent et chacun a des demandes différentes. Donc il faut que vous ayez un large panel de savoir et de techniques pour vous adapter à... Il faut qu'on soit polyvalent. Voilà, un coach sportif, généralement, c'est comme j'ai pu polyvalent. voir avec Adam, c'est que des fois, il va m'utiliser comme cobaye, quoi. Pour essayer des choses et c'est vrai qu'on arrive à... Raconte-nous ça. Mais c'est vrai, des fois on arrive il est résistant, c'est un des plus résistants, une des personnes les plus résistantes que j'entraîne. Non, t'es la personne la plus résistante que j'entraîne. Oh, je l'ai vu trembloter un peu sur les barres. Non, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Non, je dis vraiment, au niveau psychologique, par exemple, j'ai jamais eu de problème où, par exemple, ça veut dire je peux mettre n'importe quel type de programme d'intensité et tu vas jamais être en mode relâché, tu vois, par exemple physiquement j'ai la flemme, je veux pas y aller, je suis fatigué. Il va être là et son relâchement c'est ses muscles qui tiennent plus, encore qui lâchent en fait. Mais psychologiquement il va toujours dedans à fond à 100%. D'accord. Je me surestime, c'est ça le truc. C'est un bon élève. On a bien fait de l'inviter ce soir. Romain, toi tu fais du calisthénique. Tous mes élèves sont bons. Tous tes élèves sont bons. C'est un bon coach, il met tout le monde en avant. Tu fais du calisthénique, Romain? Non, je fais pas de calisthénique, mais on va dire que je bosse un peu de temps en temps sur du poids de corps, ça ce qui est normal, ça fait partie des trainings en jiu-jitsu brésilien. On va faire beaucoup de gymnastique naturelle, beaucoup de mouvements liés à la respiration et à la mobilité. On va faire pas mal d'isométrie de déplacement, beaucoup de choses comme ça, quoi. Donc c'est assez riche. D'accord. Ouais. Ça reste un sport. Ton activité par rapport au calisthénique, tu dirais que ce serait complémentaire, que ce serait différent totalement? Ça serait différent parce qu'il y a des choses que tu vas rechercher à travers le calisthénique qui vont pas forcément nous servir à nous dans le jiu-jitsu brésilien, puisque sur certains mouvements. Rapproche juste un peu le micro. Je veux pas faire de comparaison. Non, parce que c'est différent, tout simplement. Et le jiu-jitsu brésilien, c'est un sport qui s'adresse à tout le monde, et je dis pas que le calisthénique ne s'adresse pas à tout le monde. Mais c'est même plus qu'un sport, le jiu-jitsu brésilien, c'est plutôt un mode de vie qui va toucher de 1 an à 99 ans, quoi. D'accord. Donc à travers ça, tout le monde peut se trouver, tout le monde peut avancer. Il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est apprendre à faire avec nos habitudes.
D'accord. On a des habitudes qui sont toxiques pour nous, qui nous polluent. Ah, c'est-à-dire que plus on s'entraîne, plus on prend des habitudes. Et ce sont de bonnes habitudes. Qu'est-ce que tu... C'est plutôt le fait d'apprendre à sortir justement de ces habitudes de confort qu'on a au quotidien. Faire toujours la même chose, toujours se mettre dans une zone de confort. Ouais. Ça, les sportifs, ils n'aiment pas ça, généralement. Ah non, ils aiment pas la zone de confort. Ouais, mais ils aiment pas que les gens restent, enfin, je rencontre beaucoup de coachs, leur slogan, c'est sortir de sa zone de confort, c'est ce qu'on appelle la carapace dans le jargon. Et d'accord. Quand tu es dans ta carapace, tu te sens protégé. D'accord. Donc, tu es dans cette zone de confort. Et dès qu'on t'en sort, parce que je dis pas que c'est toi qui sors de toi-même, c'est quand on t'en sort, là, t'as plus de repères, t'es plus bien. D'accord. Donc il faut que tu apprennes à t'améliorer à travers ça. Et je pense que petit même dans ce que tu fais, c'est exactement la même chose. Parce que quand toi, je sais pas, tu fais 2 tractions et que tu es au bout de ta vie, j'aime bien cette expression. En face de toi qui en fait 15, tu dis waouh. Et si tu commences à booster un peu le mec pour ne serait-ce qu'il fasse 3 ou 4 tractions pour mettre en situation d'échec, déjà tu l'as mis dans une zone différente dans une zone rouge, quoi, différente de sa zone de confort. Donc, mais ça veut dire que Adam, il y a en fait par rapport à ce qu'il dit, il y a des gens qui sont débutants, il y a des gens par exemple, tu parles bien souvent de la psychologie, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être poussés, qui n'ont pas envie qu'on leur sorte de leur zone de confort. Donc est-ce que tu prends en compte cet élément-là? En fait, il y a moi, comme je fais, par exemple, il y a différentes manières, par exemple, de coacher, de prendre en charge les gens. Ouais. En fait, si la personne n'a pas la volonté, par exemple, d'avancer et d'aller jusqu'au bout de l'effort, il n'y aura pas de travail, par exemple. C'est comme si, il y aura pas de résultat. Si je reste assis, je ne peux pas évoluer. Ouais. Donc, il y a cette partie. Et même sur la vie en général, le fait de sortir de la zone de confort, donc par exemple, d'avoir une discipline, par exemple, j'ai quelque chose à faire le matin, je me lève du lit, ou je dois travailler sur, je sais pas, mes devoirs à l'école, je travaille. Et là, par exemple, j'ai cet objectif. Donc, par exemple, tout le monde veut s'améliorer, beaucoup de gens, donc tout le monde veut, par exemple, être mieux en forme, bien tout le monde. Mais du coup, c'est juste la discipline et le fait de faire ça, et donc le fait d'y aller, sortir de mauvaises habitudes, comme tu as dit, et sur le coup. Il y a Romain qui trépigne, tu voulais dire. J'ai remarqué aussi. De base, l'humain, et moi, ça, c'est l'école de la vie qui me l'a appris, et puis beaucoup de personnes autour de moi. L'humain, il n'est pas fait pour stagner. Parce que s'il stagne, il régresse. Et oui, c'est l'évolution qui... Donc, il cherche toujours à se dépasser et à avancer au fur et à mesure. On s'améliore, en fait. D'accord. Et dès lors que tu stagnes, c'est pas bon. C'est toxique. Et ça, c'est pas que pour les gens qui ont un petit niveau. Même des professionnels qui font ça depuis des années et qui sont dedans, peu importe la typologie de sport qu'on pratique, c'est des choses qu'il faut mettre en avant. Il faut toujours chercher à se dépasser. Et la zone de confort, tu vas l'avoir parmi des grands sportifs, et gens-là, on en connaît aussi certains. Mais bien sûr. Voilà, pour pas les citer. Mais dès lors que tu as un peu la flemme, tu mets doucement tes baskets pour aller à l'entraînement. Quand tu vas à reculons, c'est déjà en retard. Là. C'est trop tard même. ce cher Romain. Rémi, donc, tu voulais... Donc du coup, en fait, le premier travail qu'il faut faire quand on fait un coaching, il doit être sur un travail mental. Parce qu'il faut faire accepter à la personne qu'elle doit aller au-delà de ce qu'elle sait déjà et ce qu'elle peut faire. Et si on remarque bien, en fait, les sportifs sont un peu des masos, parce que le sport, ça fait mal. Le terme est un peu dur. Ouais. Si on a pas mal sur le coup, on va pas forcément évoluer. Mais il faut pas que ça devienne de la pathologie non plus. Il faut que ça soit une douleur qui soit contrôlée, quoi. Alors c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, et je reviens vers toi, Adam. Par exemple, un public, tu as des filles qui font du calisthénique aussi. Est-ce que ce côté j'ai mal, je cherche la douleur, est-ce que comment tu le gères, ça? Moi au début je me disais, en plus ça c'était un truc qui m'a surpris. Au début je me disais, avec les filles par exemple, je vais aller plus doucement, donc je vais faire, moi dans ma tête c'était les mecs déter, on va être déter, et les filles on va être en mode beaucoup plus doucement, plus de confort dans l'entraînement, tout ça. Et finalement elles sont beaucoup plus exigeantes. Pas toujours, mais ça m'est arrivé de voir des gars qui ont la flemme et qui sont, par exemple, qui veulent pas trop faire, qui ont la flemme, qui, par exemple, un moins de trucs, qui commencent à être exigeants, par exemple, ils ont un peu mal au poignet, tout ça. Et je vois des filles qui sont déter et 100% focus et qui sont prêts à tout détruire, par exemple, dans un entraînement. Et du coup, sur ce côté-là, ça y est, j'ai arrêté de faire la distinction mec-fille. Donc, maintenant, bien sûr, voilà, tu fais des différences de niveau, j'imagine. J'adapte par rapport aux capacités corps. Par exemple, les mecs, ça, c'est sûr qu'ils vont avoir plus d'aptitude dans la force, les filles plus dans la mobilité, donc je vais adapter en fonction de ça. Par exemple, un mec qui débute, on va dire, qui a fait un mois de pratique, je
je vais dire peut-être par exemple le fait des tractions et je te mets tant d'intensité. Je vais pas mettre exactement la même intensité à la fille même si elle est déter, je vais adapter par rapport à tout, mais au niveau psychologique, j'ai vu des filles très déter et des mecs moins en fait, je dis même qu'il n'y a pas, par exemple, s'il y a des filles qui veulent faire du sport, par exemple, il n'y a pas le cliché de les mecs sont déter, plus forts et les filles vont avoir plus de mal, sont moins déter. En fait, je vois des filles qui sont très déterminées, des mecs très déterminés, des filles moins déterminées. Des mecs oui, j'allais dire ce langage de jeunes, déter, c'est déterminé. Ouais, j'ai utilisé le langage le langage du calisthénique. On va dire non, mais peut-être rigoureuse, disciplinée, voilà. Il y a beaucoup de rigueur et de discipline chez les filles. Et même en fait, on le voit à l'école et du coup, à travers le sport, au final, on peut le voir aussi. Bien sûr. Que moi, j'ai fait de la liaison avec ça, tu vois, mais c'est vrai qu'à l'école. Très bien, Adam. Après, t'as tout type de profil, donc du coup, il n'y a pas un profil type qui va aller dans le sens où on veut que ça se passe. Pour moi, le bon coach, le bon entraîneur, le bon prof, le bon préparateur physique, c'est la personne qui sait prendre les qualités d'un pratiquant, hein, peu importe si c'est un débutant. Tu veux dire qu'il s'adapte à la personnalité du client. C'est important, c'est par le psychologique. C'est quelque chose. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. C'est 50% pour moi pas du travail, mais de la relation. Je dirais que c'est 90% de la relation avec le pratiquant, hein, la psychologie. Cette phase-là, elle est intégrante puisque on te l'apprend. On avait discuté déjà. Moi, j'étais avec toi pendant les cours à la PFA, mais il y a l'élocution vis-à-vis de l'individu, l'élocution que tu vas employer, le ton que tu vas employer, la posture que tu vas avoir, va pas avoir le même impact, ni le même reflet, bien sûr, sur l'individu A et B. Donc tu es obligé de t'adapter. Et pour moi, un bon coach, c'est pas quelqu'un qui prend les qualités athlétiques de la personne, c'est plutôt celui qui va chercher les lacunes pour les mettre en avant. D'accord. C'est intéressant tout ça. On peut remarquer que les coachs ont une bonne expérience, ils s'intéressent à beaucoup de choses, ils prennent vraiment la personne dans sa globalité. Je vous propose de passer au top et au flop de la semaine. Ouais. Adam, est-ce que tu as un coup de cœur, un coup de gueule? Alors, il n'y avait pas de top, mais il y avait... En fait, c'était un flop par rapport à une séance. D'accord. Une séance de groupe. Que tu as fait cette semaine? Ouais. Ouais. Ça marche. Oui, tout va très bien. En fait, il y avait une séance, moi, c'est quelque chose que perso, parce que j'avais fait un entraînement avec des personnes et j'avais eu à la fin, j'aurais fait des étirements. Et j'ai entendu dire, par exemple, que les personnes avec qui ils s'entraînaient, ils ont dit étirement interdit, jamais d'étirement. Ah oui, le grand débat. Le grand débat sur les étirements après le sport. En fait, voilà, moi, bon, après, il y a la vie personnelle et ce que moi j'ai capté en formation. La vie personnelle, moi je dis, ça c'est plus ma pratique à moi. Bien sûr. Moi, quand je fais une séance, du coup, admettons si je veux faire du stretching, m'étirer, gagner de la souplesse, de la mobilité, je vais prendre une séance à part dans la semaine où je suis à froid. Je me chauffe tranquillement, je m'étire doucement et après je fais 1 heure de stretch ou 45 minutes, 15 minutes, comme on veut. Après les étirements, ce que je fais, moi, mes étirements, par exemple, à cette séance, c'est je suis congestionné, je suis un peu raide, donc je vais essayer de garder de la mobilité. Donc je vais m'étirer un peu. Les fibres sont j'ai déjà cassé de la fibre, donc je vais casser peut-être un peu plus de fibres en étirant. Doucement, étirement doux, étirement passif. Donc 10 secondes d'étirement, doucement, je vais pas chercher à aller jusqu'au bout. Je vais pas chercher à aller chercher, tu vas pas chercher l'amplitude, tu vas pas chercher la douleur. Assoupir, détendre, relaxer, et en gros, essayer d'éviter les problèmes de mobilité à long terme. D'accord. Et ça, je trouve que c'est important de le faire comme ça. Donc c'est ton coup de gueule, les gens qui disent, il faut pas s'étirer, mais qui ne précisent pas, qui ne précisent peut-être pas quel type d'étirement il faut faire en fonction de la séance que tu viens de réaliser. Ça, c'est le truc que j'ai trouvé. Et je pense qu'il y avait un problème aussi, que peut-être que des gens s'étiraient trop à chaud aussi. En fait, en s'étirant à chaud, peut-être qu'ils allaient trop loin. D'accord. Le fait d'aller trop loin, c'est peut-être ça qui fait que aussi... qui était dommageable. Le muscle encore chaud, tu sens pas la douleur, tu tires à mort. Et donc tu te sens pas, et après le lendemain t'as des grosses blessures, des grosses courbatures, des courbatures, et du coup ça a donné le côté étirement pas bon ou étirement bon. Un coup de cœur. Un coup de cœur, ça c'était ton coup de gueule. Un coup de cœur, quelque chose qui t'a plu. Coup de cœur, on peut parler de de la salsa. De la salsa, oui, de la salsa. La salsa que Rémi connaît bien.
J'ai fait une initiation de salsa. Ouais. Et du coup, j'ai croisé un groupe de jeunes et qui s'étaient intéressés. Et il y en a qui sont venus au cours de calisthenics et ils ont pas mal aimé. D'accord. Il y a des connexions maintenant entre la salsa et le calisthenics. La salsa et après, il y a des jeunes qui ont bien aimé. Du coup, ça a fait un entraînement avec un peu de mouvement, du renforcement musculaire, du cardio et un entraînement complet. Ils ont kiffé. D'accord. Ça, c'était Mes deux invités, Rémi, un coup de cœur. Je vais commencer. Coup de cœur, bon, mais moi je suis pas vraiment très foot, mais c'est vrai que la France, ils ont gagné la Ligue des Nations. J'ai l'impression qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai que tu m'apprends quelque chose. C'est fou, on n'en a pas parlé. Enfin, moi j'ai pas de télé, donc je me suis dit peut-être je suis un extraterrestre. Ouais, je suis pas au courant, je suis c'est à vrai l'ouest. sur le Mais non, j'ai l'impression que. Bon, voilà, d'accord. C'était une compétition qui avait lieu où là, ils ont gagné en finale contre l'Espagne. D'accord. C'est au football. Hein. Au foot, oui. Mais je. Donc, vous aviez entendu. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été. Pas trop le foot. Après, ça n'a pas été médiatisé. Ça n'a pas été du tout. Autant que la Coupe du Monde ou que la Champions League ou quoi. J'ai vu des posts Instagram, j'ai vu certains trucs, mais moins que d'habitude. C'est vrai que d'habitude, c'est la folie. Tu vois beaucoup de choses, mais là, là c'était quelques plutôt posts Instagram, pas plus. D'accord. En fait, j'avais pas fait la licence. Tu m'aurais pas dit, j'aurais pas fait le lien. Pour moi, c'était juste un match, un petit événement. Peut-être qu'ils ont sorti, je sais pas. Mais... Donc coup de cœur pour le foot. Ouais. D'accord. Coup de gueule. Coup de gueule. On va pas parler des blessures parce que ça revient tout le temps. Ouais. J'ai vu 2 blessures dans la semaine. Donc aux entraînements. Donc on va parler. On va dire qu'il y a un coup de gueule pour ça, mais il y a aussi pour la fatigue. C'est-à-dire que parfois c'est difficile de gérer le travail, etc., le sommeil en plus des activités. Donc faut trouver des stratèges, faire du sommeil. Est-ce que pour arriver à dormir. Est-ce que tu peux dire que tu sacrifies parfois des heures de sommeil parce que tu aimes le sport pour ton activité, parfois qui se termine tard le soir? Ouais. Est-ce que on va dire ça, ouais. Mais en fait, je sacrifie. Romain qui approuve. Mais enfin voilà. Je crois qu'on a s'il faut que je sois on l'a fatigué. tous fait. Ça. Voilà. Pour moi, le sport, c'est une priorité, mais il faut rester intelligent pour éviter les blessures, etc. Parce qu'un manque de sommeil peut provoquer des blessures. D'accord. Donc, bien sûr. Voilà, faut savoir se reposer. Peut-être sur une courte période, par exemple. Et après, essayer de s'organiser, de bien. Mais après, voilà, le corps, c'est comme une machine. Hein. Quand on la démarre, c'est difficile, mais quand elle est partie, elle s'arrête plus. Donc, je pense qu'il faut toujours maintenir une activité sportive. C'est ce qui permet de garder l'énergie et surtout lutter contre la fatigue aussi. La fatigue. Ouais. Romain, je sens que tu as des coups de cœur et des coups de gueule. Ah, le coup de gueule, ouais, ça j'en ai. Hein. Il en a beaucoup. On va commencer d'ailleurs par les coups de gueule. C'est un truc. Alors, moi, je vais plus envoyer un message aux gens qui ont l'envie, c'est un grand mot, mais les gens qui viennent s'inscrire dans une salle pour s'entraîner. Tu parles d'une salle de sport? Peu importe, ça peut être une salle ou dans un club, dans une association. Exactement. Et je pars du principe où à partir du moment où tu t'investis financièrement dans une structure, pas s'engager, et derrière, tu vois plus personne. C'est-à-dire que tu dis qu'ils s'inscrivent et après ils ne viennent plus. Bah ouais. Mais alors, est-ce que c'est typiquement marseillais? Parce que bon, on a plein de... Moi, j'étais dans un club aujourd'hui, par exemple. D'habitude, le mardi à 19h, 18h, il y a du monde. Et ce soir, c'était le vide abyssal. Alors, donc, pour répondre à ta question qui est intéressante, c'est... Alors moi, tu le sais, je suis parisien d'origine, je suis pas de Marseille à la base. Fais attention, quoi. Je suis arrivé là il y a quand même pas loin de 16-17 ans, donc ça fait déjà un bail. Marseille, c'est vrai qu'il y a une culture sportive qui est vraiment, je dirais pas secondaire, mais ça change quand même. Tertiaire, voire. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ça change. Moi, je suis à Marseille depuis 10 ans et je me rends compte que en 10 ans, maintenant, tu vois des gens courir au parc Borély le matin. Cet été, moi, j'ai pris mon vélo. Tu as des gens qui remontent jusqu'à Lumini. Tu as des parcours santé qui sont mis en place. Moi, j'ai l'impression que justement, des tranches d'âge. Ça va dépendre aussi des typologies de sport que tu vas pratiquer. Oui. Alors, ce que tu dis, c'est qu'à Paris, par exemple, la tranche d'âge, elle est infinie. Oui. Et à Marseille, les jeunes sont plutôt... Eh ben, justement, les jeunes sont moins accros au sport en général, au sens large. D'accord. On va avoir des sports très ciblés, comme le foot. On sait que c'est la culture ici. Ouais. On va avoir la console. Ça, c'est un sport pour les doigts aussi.
Et on va voir beaucoup j'ai le match de foot à la télé, les gars, on se voit plus du tout. Mais on le regarde, mais on pratique pas forcément, c'est ça. Ouais, ou tu vas balancer un message pour essayer de booster un peu la team et de faire venir du monde. Bah, tu vas voir que les gars, ils vont même pas te répondre, alors qu'ils ont vu le message, mais ils te répondront pas, et puis ils viendront pas. Qu'est-ce que vous en pensez, les Romain, Rémi, vous pensez que le sport dans notre ville à Marseille est moins représenté chez les jeunes, ils en font moins? Moi, je pense que si on prend sur plusieurs années, il y a beaucoup de salles qui ont ouvertes. Et si c'est le cas des gens qui vont à la salle, qui sont, comme tu dis, Romain, qui s'inscrivent et qui ne viennent pas plus, c'est parce que soit des fois ils peuvent être perdus dans les salles parce que ça arrive, on sait pas comment ça marche. Donc en fait, ils font ça c'est une pulsion, c'est-à-dire c'est le nouvel an. Voilà, donc c'est la rentrée, il faut absolument des nouvelles. Il leur manque un accompagnement, un suivi. En fait. Ouais. Et je pense que c'est comme tout, il faut que ça soit accompagné il faut leur donner l'amour du sport avant qu'ils fassent du sport. D'accord. Parce que si tu vas faire du sport et que tu n'as pas l'amour du sport, ça va pas durer longtemps. Ouais, c'est-à-dire c'est un état d'esprit, le sport. C'est un mode de vie et c'est ce qui doit être en plus, quoi. Adam? Oui. Ouais, Marseille. C'est un sujet passionnant. Quand je suis à Marseille, j'ai remarqué ça et je crois qu'il y a déjà l'aspect culture. Par exemple, il y a beaucoup de cultures, oui, ça on peut le dire, mais il y a beaucoup de cultures différentes à Marseille. Et par exemple, il y a des cultures pour lesquelles, par exemple, le sport, le développement de soi, c'est pas une priorité. D'accord. Peut-être qu'une priorité, ce serait le travail, pour d'autres, une priorité, la famille. Et du coup, c'est ce qu'on voit souvent. Et par exemple, si on regarde dans les pays le plus au nord, Suède, c'est là où c'est le plus développé, les sports. Et dans notre culture, c'est peut-être plus auprès de la famille. D'accord. Moi, ma culture, c'est comme ça aussi. Et puis quand il fait beau aussi, peut-être que les gens sont... Moi, j'ai remarqué qu'il y a des périodes, pour connaître les salles de sport, il y a des périodes où les salles sont remplies, il y a du monde. Oui, et il y a des périodes, quand on arrive à l'été, quand il y a des vacances... il y a des vacances scolaires, les gens ont tendance un peu à très vite déserter. Et, Oui, parce que les vacances, en plus même dans le coaching, on a moins de clients juillet, août, plus de clients à partir de septembre, plus de clients à partir de janvier. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Et à Paris, c'est différent. À Paris, c'est complètement différent. T'as pas la même population, t'as pas le même nombre de personnes, t'as pas c'est pas les mêmes critères, les mêmes habitudes. On va dire les critères d'embauche. C'est-à-dire que les gens, moi, je me rappelle. Que les gens allaient faire du sport, même quand il pleut. Je connaissais un coach, il neigeait. Moi, je lui disais, mais peut-être que tu n'as plus personne. Il me disait, oui, j'ai du monde. Moi, je suis un exemple là-dessus. Qu'il pleuve, je préfère courir quand il pleut que quand il fait chaud, par exemple. D'accord. Tu vois. Et on parlait des salles de sport. On le sait, on a fréquenté beaucoup de salles de sport. On en a vu qui ont ouvert, qui ont fermé, qui... Le fonds d'investissement, le fonds de roulement d'une salle, c'est pas les gens qui payent et qui viennent s'entraîner, c'est les gens qui payent et qui viennent pas. Ouais. Fais attention, tu vas te faire des ennemis. Ouais, mais c'est en fait, en soi, c'est une réalité puisqu'ils ne consomment pas les machines, donc du coup, ils n'usent pas si tu parles d'un point de vue. Tu parles peut-être de certaines enseignes qui sont peut-être plus dans le commercial que dans le service qu'ils doivent... Effectivement, que la prestation, effectivement. Sans citer de nom. Sans citer de nom. C'est pas en critique, par exemple, c'est un cité, mais ça reste quand même les meilleurs sur le marché, enfin les numéros 1 sur le marché. Bien sûr. Donc, même en citant, il y a des... c'est des coups de gueule, donc vous pouvez... c'est un petit coup de gueule. Après, si je devais donner un coup de cœur, ça serait une grosse dédicace au nouveau club, d'ailleurs, qui m'a été conseillé par mon ami à côté de moi. Il va t'aider un peu? C'est le Grappling Club de Vitrolles, puisque c'est là-bas où je donne des cours maintenant. Pourtant, c'est Vitrolles. On n'a pas du tout la même vision des choses. D'accord. Et Vitrolles, Marseille. Et c'est un club de grappling, c'est ça? De grappling, ouais. D'accord. Ils font un peu de tout. Ils font grappling, MMA, ils font un peu de boxe, de lutte. Voilà, ils touchent un petit peu à tout. Et ils cherchaient un prof, justement, pour pouvoir les coacher. Et notre magnifique ami ici présent... Rémi, tout à fait, nous a mis en contact directement avec Faudel, à qui je passe un big up.
Très bien. qui est le président du club à Vitrolles. Et du coup, là-bas, on a une grosse motivation. J'ai eu le premier cours, j'ai eu 17 gars. D'accord. Le lundi d'après, j'ai eu 25 gars. Et puis, ça a été... Alors, on voit que ce soir, le sport de combat est à l'honneur, le sport de lutte. Moi, j'ai un coup de cœur. Rémi, tu voulais dire quelque chose? Non. Moi, j'ai un coup de cœur. C'est pour les patrons de salles, c'est pour les salles de sport qui tiennent la route. Bon, j'ai l'occasion un peu de faire le tour. On se rend compte que les clients reviennent, on se rend compte que on reprend espoir, on recommence à faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Je regarde un peu beaucoup ce que les différentes salles font et j'ai un coup de cœur là-dessus parce que je me dis bon ben voilà, ça recommence, ça repart. On a eu un peu peur que les salles, alors on sait qu'il y en a qui ont fermé, qui n'ont pas résisté au Covid, mais on en voit de plus en plus qui timidement commencent à retrouver leur clientèle, ils commencent un peu à... Qu'est-ce que vous en pensez? Donc moi c'est mon coup de cœur et j'ai envie de leur dire bravo, continuez, accrochez-vous et vous apportez beaucoup de bonheur aux gens et ça a manqué pendant le confinement, pendant les couvre-feux, etc. Et maintenant, on a l'espoir que ça repart. Et donc, c'est un peu mon coup de cœur. Rémi? Ouais, c'est justement ce que j'allais dire. C'est le Covid qui a un peu séché les gens. Et maintenant qu'on sort la tête de l'eau, les gens ont envie de... Ils ont envie de retrouver leurs activités. De retrouver leurs activités, ressortir, refaire du sport. Ouais. C'est surtout ça, je pense. Mais justement, Rémi, on reste sur toi. C'est ta chronique, c'est ton moment. Okay. Rémi, parle-nous de toi. Donc, tu es sportif, tu es passionné de sport. C'est pour ça qu'on t'invite dans cette émission, pour pouvoir témoigner, pour donner aussi ton engouement, faire partager ton engouement à l'activité physique. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie de tous les jours? Ça m'apporte beaucoup. Déjà, ça me procure un plaisir parce que c'est une activité qui permet de se sentir bien, sérotonine dans la tête, etc. Donc on se sent bien. Et c'est toujours des nouveaux défis en fait. Donc c'est toujours un combat personnel pour toujours être meilleur, s'améliorer à chaque fois. Donc notamment surtout sur les activités qui sont individuelles. Ouais. Donc on va devoir toujours se surpasser. Donc on peut pas toujours dire c'est la faute d'un tel. Non, si t'as pas réussi, c'est ta faute mon gars et c'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Et puis te connaissant, tu es passionné de développement personnel. Ouais, j'aime bien ça aussi. Ouais, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à développer nos activités. J'ai fait des compétitions en tant qu'amateur. Hein. C'était toujours dans le cadre du plaisir, parce que je pense qu'un sport, ça doit rester un plaisir avant tout. Parce que si ça commence à être stressant, etc., une contrainte. Ouais, d'accord. D'ailleurs, souvent, les grands champions prennent ça comme un jeu, quoi, presque. Et justement, moi, j'ai la question à te poser. Est-ce que le lien que tu fais entre le mental et le physique, puisque justement tu aimes beaucoup le développement personnel, je sais que tu participes à des masterminds, à des choses qui sont très courantes aujourd'hui. Est-ce que tu en fais un lien avec l'activité physique? Est-ce que ouais, ça peut m'aider sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que, par exemple, en France, en France ou dans d'autres pays aussi, il y a par exemple un problème avec l'échec. C'est-à-dire que parfois, on n'aime pas perdre, on n'accepte pas de perdre. Mais ça m'a beaucoup aidé aussi à prendre du recul, à me dire si je perds, c'est que quelque part, j'ai quelque chose à apprendre et je dois m'améliorer en fait. Donc tu acceptes beaucoup plus l'échec? Je l'accepte carrément en fait. Dans la compétition vraiment, et dans la vie de tous les jours? Ouais. Si la compétition on a fait un échec, c'est que peut-être à l'entraînement c'est pas assez bien entraîné. Par exemple une fois j'étais au Maroc, je faisais une compétition de jiu-jitsu. Je suis pas très kimono, mais je me suis lancé dans l'aventure et je gagnais un combat 13-1. Donc j'étais largement dominant et il m'a battu sur une clé, un triangle que Romain connaît. Donc c'est une soumission en étranglement à 10 secondes de la fin. Si j'avais bossé plus mes triangles, etc., j'aurais gagné le combat. J'aurais eu une place sur le podium. Bon, c'est pas grave. D'accord. Mais ça m'a servi de leçon. Au lieu de me dire, ouais, il a triché, nana, etc., je dis, si j'avais travaillé plus, je serais sorti du triangle. Adam voulait te poser une question. Non, ça me fait penser le truc de l'échec, ça m'inspirait en fait. Ça me pensait que j'entendais aussi que moi aussi j'ai lu beaucoup et parce que toi aussi tu es intéressé, toi aussi tu aimes le développement personnel. Je suis d'accord avec le côté que l'échec c'est une opportunité, c'est des opportunités d'améliorer, de s'améliorer et c'est pas. Et en France, oui, c'est vraiment tout échec, l'échec. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas on n'accepte pas l'échec. Mais petit à petit, ça se fait. Mais il y a une culture de l'échec que ce soit l'échec dans la vie scolaire, sociale, matérielle, sportif, dans le sport, tout ce qu'on veut. Et moi, je pense que justement, ça doit être favorisé comme
comme facteur et l'échec, c'est quelque chose, une opportunité. C'est pas une mauvaise chose en fait. L'échec, c'est un tremplin. C'est le succès pour moi. Et après, peut-être non, peut-être que l'échec peut rester un échec, mais dans tous les cas, un échec qui reste un échec, c'est un échec. Un échec sur lequel on avance, c'est un échec qui peut être un succès potentiellement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Wow. Donc, Romain. L'échec, c'est pas une fin en soi. Parce que je pars du principe où il faut permettre à l'autre, alors ça dépend des tranches d'âge encore une fois, mais on va dire de 5 à 10 ans, on est en train de se construire émotionnellement, on commence à se connaître, voilà, j'ai une main, qu'est-ce que je peux faire avec, comment j'interagis avec les autres, tiens, j'ai des copains, j'ai des copines, j'aime pas les filles, j'aime pas les garçons, voilà. Mais quand tu arrives dans la tranche de 10 à 20 ans, t'es en pleine construction personnelle. Et du coup, l'échec, il va faire partie intégrante de ta formation psychologique. C'est pas le coach qui va te dire voilà, t'es en situation d'échec. Non, il faut que tu tombes. Il faut que tu te fasses mal, il faut que tu te casses les dents pour pouvoir te forger un caractère, des craintes, des peurs, puis des réussites. Quand tu passes les 20 ans, t'es plus sur le même raisonnement. D'accord. T'es plus sur le même raisonnement. T'es sur un raisonnement où t'as eu de l'expérience pour te faire les dents, et du coup, tu commences à te connaître, tu sais tes limites, et là, c'est là que le coach, il intervient à ce moment-là, parce qu'il va te faire sortir de cette zone de confort, où tu as l'habitude d'être, encore une fois. Et t'as besoin de ça, t'as besoin de Donc, tout en parlant c'est super intéressant ce que vous dites, tout en parlant d'échecs. Rémi, on va regarder un petit peu des photos que tu nous as montrées, où on te voit en pleine compétition. Donc là, ici, tu étais avec ta team. C'est ça, ouais. C'est mon ancien club. J'étais à Vitrolles avant. Je suis à Marseille. Club 2. Avant, c'est le club de Vitrolles de lutte. Qui était ouais. Mais maintenant, je suis au club à Marseille. D'accord. Donc, c'est de la lutte tout court ou bien il y a une là, dénomination Là, c'est de la lutte tout court. De la lutte tout court. D'accord, ok. Et voilà, ça date de pas très longtemps, cette photo. Ouais, là, peut-être 2-3 ans. Ouais, d'accord. Et en parlant de lutte, d'ailleurs, ça. Et celle-là, c'est ASWC, mais ça me dit quelque chose, ça. Oui, il a pris le t-shirt. D'accord. Non, il est très très marketing. On a du SWC partout. Bientôt, on aura une banderole. Je lui ai dit justement là-bas de faire un graphe de SWC parce que. Au moins, ça fait un vrai marketing, quoi. D'accord. Là, vous étiez où ? Vous étiez à Sugiton ? Au Prado. Au Prado. D'accord, ok. C'est le spot du Prado. D'accord. C'est vrai qu'il y a un magnifique cadre. Il y a la mer et les montagnes derrière. Enfin, derrière, c'est beau, c'est pas mal. D'accord. Tu n'es pas qu'un sportif. Ah oui, là, je me disais, mais tu fais la fête. Non, mais en fait, ça, c'était. J'avais fait un gala de Pancras. Pancras. Tu as touché aussi au Pancras. Ouais. D'accord. Et du coup, c'était à Paris et j'avais gagné, en fait. Différence entre lutte et Pancras pour toi ? Le Pancras, il y a du grappling et il y a la frappe du pied-point aussi. Et la lutte ? Et la lutte, ça m'a permis de gagner, quoi. D'accord. Quoi. Ça fait vraiment la différence. Et de la lutte, je crois même que tu as rencontré des lutteurs sénégalais aussi, lors d'un voyage que tu as fait là-bas. Ton expérience là-dessus ? En fait, j'avais toujours voulu aller au Sénégal. Et en plus, en même temps, je faisais de la lutte, donc c'était un de mes rêves, c'était de rencontrer des lutteurs sénégalais. Et il s'avère que j'ai eu l'occasion de rencontrer un lutteur qui s'appelle Général Diouf, qui était un poulain de Bombardier. On verra la photo tout à l'heure, je crois que tu nous l'as montré. C'est un géant. C'est vrai qu'il est lourd, quoi. Il fait 113 kilos, en plus, force sénégalaise. C'est pas facile à bouger, quoi. Mais, ouais, en plus. Non, ils sont costauds, c'est vrai. Ouais. Et Bombardier, il fait 160 kilos, donc c'est autre chose, quoi. 160 kilos. Ouais. D'accord. Là, on te voit avec une victoire par domination. À Paris, ouais. C'était un gars assez sympathique. C'est toujours bien, en fait. C'est enrichissant, surtout de faire des compétitions. Ça t'oblige à avoir une certaine assiduité, à une hygiène aussi. Et de vie. Ouais. Mais le pire dans tout ça, c'est que quand tu vas faire tes entraînements, et tu fais que perdre, bizarrement, des fois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Romain. Ouais, c'est normal. C'est ce qu'on appelle ça n'a pas vraiment de nom, mais t'es obligé de c'est l'ingratitude du sport. Voilà. C'est pas parce que tu t'entraînes tous les jours
24h/24, façon de parler, 7 jours sur 7, que tu vas gagner. Il y a des gens qui s'entraînent pas beaucoup et qui sont meilleurs que toi, alors que toi tu t'entraînes tous les jours. Ouais, non, c'est ça, ce que je veux dire, c'est qu'avant les compétitions, des fois, tu n'y arrives pas, en fait, tu perds, etc. Et tu flottes et quand tu doutes de toi presque. Et quand tu es number one, comme cette photo. Ah, ça, c'est une compétition de grappling, ça d'ailleurs. Ouais. C'est championnat régional, une petite compétition, mais. Oui, mais tu as quand même gagné, tu as ta médaille. Là, c'est vrai que la lutte m'avait aidé aussi beaucoup. Ouais. Parce que j'avais gagné sur des positions avantageuses que je prenais, parce qu'on commence au debout. Et bon, voilà, c'est sympa aussi. D'accord. Il y a beaucoup de aussi d'autres petits titres aussi. Hein. Oui. En Sanda, champion région de Sanda. Sanda, c'est quoi? C'est la boxe chinoise. C'est un mélange de pied-point projection. Oui. Je ne le savais pas. Que tu pratiquais autant. Moi, je croyais pour moi que c'était que dans la lutte que tu pratiquais. J'ai un couteau suisse. C'est pour ça que je l'ai invité. L'idée de notre émission, c'est vraiment on dit, voilà, c'est du sport, mais pas que. Donc, c'est de l'activité physique, c'est de la remise en forme, mais pas que. C'est aussi donner la parole à des gens qui aiment le sport en général, qui pratiquent, et évidemment, qui font parfois de la préparation physique, parce que tu en as fait beaucoup, tu en as fait avec moi, tu en as fait avec d'autres coachs. Est-ce que ça fait partie c'est une obligation? Tu ressens ce besoin de te préparer? Parce que tu pourrais, par exemple, faire de la lutte tout simplement sans passer par la case préparation physique? Ou est-ce que tu sens que c'est nécessaire? En fait, tu peux être fort techniquement. C'est-à-dire, tu peux te battre contre un professionnel en tant qu'amateur. S'il n'a pas la condition physique, il pourra pas exercer ce qu'il connaît en fait. Donc la condition physique est forcément obligatoire pour les blessures aussi, et aussi pour justement avoir le cardio pour pouvoir justement faire face quoi. D'accord. Donc c'est très important. Oui. D'accord. Et ta philosophie dans tout ça, si tu as envie d'inciter les gens à faire du coaching, à s'entraîner, à avoir cette rigueur et cette habitude que tu as dans ta vie. De base, tout le monde sait que le sport c'est important, c'est nécessaire. On le fait pas forcément. Ouais. Donc j'invite les gens à essayer tout type d'activité. Ouais, à être polyvalent comme toi, c'est un peu... Non, pas forcément polyvalent, mais essayer tout type d'activité et de trouver une activité qui vraiment la passionne et en avant, quoi. D'accord. Et elle fait son chemin et il faut que ça soit passionnant parce que le début, quand on commence une activité, on va s'inscrire à une salle de sport, on va y aller au début, on est content, etc. On le dit à tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'initiation. Mais après, il y a la traversée du désert. Et celle-là, à un moment donné... Ça te ressemble bien à cette expression, traversée du désert. Clairement, en fait, c'est là où on doit être discipliné et avoir de l'assiduité et maintenir. Et après, il y a le niveau du maître, donc ça veut dire souvent c'est des 10 000 heures, donc c'est 10 ans d'expérience, où on a acquis un vrai, on est vraiment un maître dans notre discipline. Mais par contre, si je peux dire un truc, moi je suis amateur, mais si demain je voudrais passer pro, par exemple, que ce soit en lutte ou en MMA ou quoi que ce soit, bon, encore que la lutte et le MMA ça peut être similaire, il faut se focaliser sur un sport. D'accord. On peut pas être professionnel. Tu veux dire, on peut pas être polyvalent, il faut. Et on a cette photo où on te voit avec. T'étais au Sénégal, superbe photo. Ouais. Vraiment, ça a été une rencontre par hasard. Hein. Je suis avec mon sac à dos et j'ai fait que rencontrer. J'ai dormi chez des gens et j'avais dormi à côté chez ses voisins, lui. D'accord. Donc, le matin et le soir, on allait lutter. C'était sympa, c'est une bonne expérience, quoi. J'ai pu aussi faire du jiu-jitsu au Brésil et du MMA en Colombie aussi. Donc voilà, ça me permet aussi de partager. Et c'est toujours bien de voyager et de pouvoir continuer un peu à pratiquer par passion, quoi. Super. Bah écoute Rémi, merci à toi, tu restes avec nous. Je suis toujours là. On a une petite vidéo de toi aussi, je vais te demander de la commenter. C'est une vidéo où on te voit en pleine activité, pleine action. C'est important pour toi de revoir. Ah ben là, tu es sur du calisthénique. C'est ça, ouais. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu fais? Comment ça s'appelle ce mouvement? Ça, c'est le straddle. C'est une forme de planche. Ouais. Donc, c'est vrai que ça me fait rire parce qu'au début, tu te moquais un peu de moi, là. En fait, en rigolant, mon bon ami, du fait que je tremblais sur les barres, etc., je tenais pas. Ouais. Et bon, c'est vrai que je vois ça, et au fur et à mesure, il faut que je vois que j'ai encore à améliorer la position. Il y a encore du travail. Il y a du travail, mais c'est sur la bonne voie, quoi. D'accord. Là, on appelle ça comment, vous avez dit? Un straddle? La straddle planche. D'accord. Ça consiste à rester en équilibre pratiquement sur les mains
En fait, Et, à la base, faut être parallèle, quoi. Oui, d'accord. Il est un peu bu, le parallèle. Il travaille par le sol et c'est mouvement de force. Il y a de la stabilisation. Ouais. Il y a une balance entre l'avant et l'arrière, donc répartir le poids avant-arrière, mais ça va être beaucoup plus au niveau de la force, de la posture, compression des abdos. D'accord. Pouvoir être capable de protracter les omoplates, maintenir sur les épaules la pression pour pas tomber. Et il a appris à faire ça en combien de temps? Là, ça fait quelques mois déjà, ça fait 4 mois environ. Pour moi, je trouve que ma progression elle est assez lente parce que je pratique beaucoup. Je pratique beaucoup d'activités, donc. Tu fais pas que du calisthénique, donc tu n'y es pas 3-4 fois par semaine. Non, mais je m'entraîne à côté individuellement et je prends après un coaching pour ajuster un peu. C'est une bonne progression après il s'entraîne en plus à côté, mais pour une fois par semaine avec moi, en plus d'entraînement à côté, mais surtout le fait qu'il fasse beaucoup d'autres sports et le travail où il dort 4 heures des fois par nuit. Moi, je trouve que c'est une progression qui est très bonne. Par exemple, beaucoup de personnes s'entraînent pas très bien et vont progresser assez mal. Et j'avoue que j'ai été impressionné quand il m'a envoyé la vidéo cet après-midi, parce que j'avais vu une première vidéo qui n'était pas du tout où il n'y avait pas cette force au niveau des bras, et donc ça montre quand même qu'il y a une progression. Voilà. Écoute, mais Rémi, merci beaucoup. Tu restes avec nous. Zoom, le gros plan sur notre ami Romain qui nous parle un peu de son parcours, un peu multisport aussi. Tu es passé de la salle de sport au sport de combat, à la préparation physique. Il y a que la salsa peut-être que tu n'as pas. Ah ouais, là, je la laisse aux autres. Ouais, effectivement, j'ai un parcours assez polyvalent. Bon, j'ai commencé par la boxe anglaise quand j'étais gamin, parce que je suis d'une famille de boxeurs. Donc à Paris, ici les Moulineaux exactement, à la Via Club Boxe. Ouais. Ici les Moulineaux. En 92, qui est mon club de boxe où j'ai fait mes armes, où je continue de temps en temps à passer pour aller taper un peu au sac, échanger avec les copains de galère, les gars avec qui j'ai grandi, la famille aussi. Et puis je faisais du basket en même temps. D'accord. J'avais un assez bon niveau en basket et je rêvais d'aller loin dans le basket d'ailleurs. Et qu'est-ce qui t'a amené plutôt vers le jiu-jitsu? Alors, il y a deux choses. Il y a une blessure. D'accord. Une blessure qui m'a vraiment fait prendre un cas de conscience parce que je me suis fait très mal à la cheville j'avais 19 ans, donc il y a presque 20 ans. Et en 1993, pour être précis, j'ai vu la première cassette vidéo. Je parlais de ça hier en plus au club. J'ai vu la première cassette vidéo, comme tous les pratiquants en France de jiu-jitsu brésilien. On a vu le premier Ultimate Fighting Championship, le premier UFC. D'accord. Et je revois. Parce que UFC, fait de mémoire, je sais que tu as UFC, tu as le pancras. Alors en fait, pour bien t'expliquer et puis expliquer à tous les gens qui écoutent, l'UFC c'est pas un sport, c'est une organisation. C'est une organisation, voilà. Oui. Donc qui regroupe plusieurs. C'est ça. Mais je pensais, en fait, là où je te disais, je pensais que l'UFC, c'était l'organisation où il y avait uniquement les sports comme le pancras, le MMA, la boxe. Voilà. À l'origine, c'était ça. C'est comme une fédération, l'UFC. Ils choisissent de faire rentrer dans des groupes de sport. D'accord. C'est devenu une fédération. Mais à l'origine, si tu veux, la famille Gracie, les fondateurs du jiu-jitsu brésilien, Elio Gracie, d'ailleurs, c'est le patriarche de l'équipe à laquelle j'appartiens, la Gracie Meita. Avec l'aide d'un de ses fils et un autre acteur qui était quelqu'un qui avait de l'argent, qui pouvait financer, qui a pu investir. Tu veux, je te coupe juste, on va changer de micro parce que je pense que tu auras. Voilà. Vas-y. Allô, on m'entend? Ah ouh. Donc, je disais que ils ont monté cet événement en fait parce que eux, ils étaient les pratiquants du Jiu-Jitsu Gracie. Donc l'origine était de garder un patrimoine familial à travers cet art et de démontrer au monde entier que c'était la technique parfaite, la technique de combat parfaite. Et pour ça, ils ont pris plusieurs acteurs majeurs de différents arts martiaux ou sports de combat, parce que c'est deux choses différentes, et ils les ont mis sous des règles communes, donc avec des frappes au sol, pas de protection. Attention, là, c'était... non, le Vale Tudo, c'est différent. Là, dans cette cage, parce que c'était le seul événement où il y avait une cage, c'était les prémices en 93, alors qu'à l'époque, on tapait sur un ring. Là, on était dans cet octogone qui représentait
des parois, des murs, la rue, dans un univers où tu ne peux ni t'enfuir et tu es obligé d'affronter. Et sous des règles communes, c'est-à-dire que tu avais un gars qui faisait de la boxe anglaise, bah, il avait le droit d'avoir un gant de boxe et un point nu. Tu avais le gars qui faisait du karaté, il pouvait venir avec son kimono et taper avec toutes ses techniques, sa panel technique de karatéka. Tu avais des mecs qui faisaient de la lutte, tu avais des mecs qui faisaient du catch, tu avais des ninjas. Il y a eu ce qu'on appelle l'art exotique des ninjas. Tu avais un mec spécialiste du Muay Thai, tu avais de toute origine, et ces gars-là s'affrontaient sous cette règle commune. Et il y avait donc le fils de Helio, hein, un des... Bon, c'était pas le meilleur, mais en tout cas, il s'est illustré royalement. Royce Gracie, 19 ans, il arrive avec son kimono blanc, sa ceinture noire. Je le vois rentrer dans la cage, donc il faisait 75 kilos, un truc comme ça. Il rentre, toute sa famille le suit, et il affronte un gars qui fait au moins entre 160 et 180 kilos. Une masse, un monstre. Donc là, je me dis forcément, il va se faire plier. Je vois ce gars-là gringaler avec son kimono, donc je rigole. Et en fin de compte, sans frapper l'adversaire, parce que c'est là que c'est étonnant, c'est que c'est sans frapper l'adversaire, il a réussi à l'amener par terre, à l'amener dans son jeu, lui prendre le bras et lui placer une clé de bras par extension, ce qu'on appelle un jujigatame, et le contraindre à abandonner par une clé de coude, une hyper extension. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, je veux faire ça. Je veux faire ce sport où on n'a pas besoin de frapper quelqu'un pour pouvoir y arriver. C'est vrai que tu nous impressionnes par ta connaissance de cette activité. Donc je rappelle, tu es le grand témoin dans 1, 2, 3 coaching. On a toujours un zoom sur une activité, sur un acteur du sport. Et là, on va regarder ensemble des photos. Tu vas nous les commenter, d'accord? Donc là, c'est la première. Alors là, alors là, je donnais des cours dans cette salle dont je ne donnerai pas le nom, mais c'est une grande enseigne. Ouais. On dirait une cage. Alors tout à fait, on était sur un univers donc assez open, avec cet effet de grillage en fait qui sépare la salle de muscu et du dojo, hein, de la partie espace combat. Et là, tu peux voir à côté de moi Nayeb Ezam, qui est un grand combattant pro français, ceinture noire 2e degré de lutte à livrer, qui a plusieurs ceintures en MMA, plusieurs événements grappling, qui est un ami, hein, un frère que je connais de Paris, et puis qui de nombreuses fois descend sur Marseille. Donc on va en regarder d'autres, hein. Tu nous as amené pas mal de photos de ton parcours, pas seulement qu'à Marseille, puisque tu as évolué aussi à Paris. Oui, j'ai commencé à Paris. Hein. Ouais. Et là, donc là, la prochaine, on te verra en plein. Alors, c'est quoi? Là, tout à fait. Là, c'est ce qu'on appelle un genou-poitrine. Ouais. Là, on était en compète à Barcarès. Et là, je fais donc en toute catégorie de poids confondus. Et on peut voir Christophe en dessous, que je connais très bien, qui galère. J'ai gagné ce combat. D'ailleurs, bon, malheureusement, c'était le seul combat que j'ai pu faire là-bas. En fait, je l'ai affronté 2 fois dans la même compétition parce qu'on était les 2 seuls inscrits en ceinture noire. Donc, ce qui était dommage, je trouve. Et Adam voulait et voilà. Faire une remarque. Non, c'est-à-dire que les autres, ils n'avaient pas le niveau, c'est ça? Non. Ça n'a rien à voir avec le niveau. En fait, si tu veux, en jiu-jitsu brésilien, tu combats à la couleur de ta ceinture. D'accord? Donc, ta catégorie. Et tu as le 2e tournoi si tu gagnes, qui est le toute catégorie de poids confondu, mais toujours à la couleur de ta ceinture. Donc, juste les 2 seuls, en gros. On était les 2 seuls ceintures noires de l'événement. Ouais. En fait, il y avait d'autres ceintures noires dans l'événement, mais il y en a plein qui viennent soit pour coacher, ou alors il y en a qui veulent plus combattre. Ou il y en a qui, bon ça c'est un truc qui arrive encore, mais qui choisissent leur compétition en fonction de qui il y a pour voir s'ils vont faire des résultats ou pas. C'est ce qui vide les compètes en pensant comme ça d'ailleurs. Hein. Ouais. Donc c'est pas tiré au sort normalement par des jurys, c'est pas un tirage au sort comme en battle ou en compétition où chacun doit montrer ses... Non, en fait, tu t'inscris en inscription libre, hein, c'est de l'open, hein, c'est ouvert. Donc tu t'inscris, tu payes ta compète. Tu te fais ta pesée, tu fais les critères techniques pour pouvoir les combattre, et ensuite tu combats selon les personnes qui sont présentes dans ta catégorie. Donc après il y a un tirage au pool qui est fait par l'ordinateur, mais après c'est comme ça. Hein. Ouais. D'accord. De toute façon, plus tu combats, mieux c'est pour toi. Donc toi, la compétition...
vas-y. Non, je crois qu'il y avait vraiment de sélection au préalable. Non, il n'y a pas de sélection en fait. En jiu-jitsu brésilien, on est un sport qui est encore un peu trop jeune et pas assez encore développé. C'est en train de venir. Hein. Il y a une grosse avancée entre le début et maintenant. D'ailleurs, la Confédération française de jiu-jitsu brésilien, hein, qui pilote le JJB en France, d'accord, vient de s'associer avec la Fédération française de judo. Donc c'est un pas énorme dans les avancées. Ça lui permettra d'aller dans les compétitions, peut-être de rentrer dans d'autres compétitions, d'accéder à des formations diplômantes, hein, des formations, des PPGEPS, des brevets d'État. Enfin, il n'y a plus de brevets d'État, mais on se comprend. Mais c'est un grand pas. Ouais, des BP. Ouais. C'est un grand pas. C'est un grand pas. Donc on verra. Là, c'est très récent. Ça s'est fait cet été. Donc on verra par la suite les formations. Mais je crois que tu nous as. Bon, là encore, c'est une photo. Il y aura une petite vidéo aussi tout à l'heure. Alors là, c'est Carcassonne. Donc pareil, il y a 2 ans. Donc là, on a fait podium. Hein, donc j'avais fini 3e. Voilà, tu nous vois. On est tous sur la première marche, mais j'avais fini 3e. Ouais. Ce sont des compétitions régionales, locales. Alors, c'est plutôt des compétitions, on va dire, à l'échelle nationale, parce que tout le monde peut venir combattre dans la compète. Après, c'est ce qu'on appelle les Open. Hein. Donc, c'est une compète qui va se créer à un endroit et les gens vont se déplacer. Après, tu as les coupes de zone qui te permettent de te qualifier pour aller au championnat de France et ainsi de suite. Donc, tout dépend comment tu t'inscris dans tes critères et puis voilà quoi. C'est une grande famille en fait. Alors c'est une grande famille, c'est une très grande famille le jiu-jitsu. On le voit là, il y a même des enfants. Alors il y a mes enfants effectivement. Ce sont tes enfants. Alors il y a mes enfants. Hein, tu peux voir mon fils qui est entre mes jambes là. C'est mon plus petit. Tu l'as inscrit au jiu-jitsu? Ouais. Mes 2 enfants s'entraînent avec moi quand je peux, hein, parce que le mode de vie aujourd'hui fait qu'on a du mal à inscrire nos gamins dans des clubs sportifs et forcément Mais j'ai une question. Quand on dit jiu-jitsu brésilien, ça veut dire qu'il y a d'autres types de... Alors, c'est une super question. En fait, si tu veux, tout à l'heure je parlais du jiu-jitsu Gracie. Donc les Gracie se sont appropriés du jiu-jitsu parce qu'ils ont donné leur nom, ils ont posé ce label. Mais quand le sport s'est démocratisé, qu'on a créé du coup des championnats, des compétitions, on a pu mettre en œuvre justement une autre étymologie du jiu-jitsu et on l'appelait le jiu-jitsu brésilien. On lui a donné une forme plus large et non plus c'est au Gracie. D'accord. Il y avait un label. Ça veut dire que ça vient du Brésil ou ça n'a rien à voir? Alors, à l'origine, le jiu-jitsu est japonais. D'accord. On a le Jigoro Kano qui est le patriarche du judo, hein, le fondateur du judo. Et le jiu-jitsu était l'art ancestral des samouraïs. D'accord. Qui touchait 3 parties. Donc, tu avais la partie karaté. Tu avais la partie judo et la partie, ce qu'on appelle le newaza, les parties de technique au sol. Et si tu veux, la famille Gracie, donc le père, hein, Gaston Grace, est parti au Japon parce qu'il travaillait là-bas, c'était un homme d'affaires. Il était écossais d'origine avant d'être brésilien. Et il est parti avec ses fils. Donc il a découvert le jiu-jitsu, il a fait partager ça à ses enfants. Quand il est revenu au Brésil, d'accord, il a migré là-bas pendant les guerres qu'il y a eu, et puis il a monté une école sur Rio. Ce qui s'est passé, c'est que comme il s'entendait bien avec Condé Koma, d'accord, c'était le fondateur du jiu-jitsu là-bas, enfin c'était pas le fondateur, c'était un des gros pratiquants du jiu-jitsu là-bas. Il s'entendait bien avec lui, il l'a fait venir en stage au Brésil. Pour objectif de développer cet art un petit peu partout, le faire connaître au public. Donc il y a eu plusieurs personnes qui sont venues s'entraîner, il y a eu des fidèles pratiquants, et lui, Condé Koma, il a vu son côté commercial, toi je te donne à toi, toi je te donne à toi, toi je te donne à toi, allez ouvrir des écoles, et puis moi je viendrai faire des stages. Donc ça c'était le côté business. Pendant ce temps-là, il y avait la famille Gracie qui était là, et il y avait Carlos Grace et Helio Grace, qui était son petit frère. L'un, c'était une tête pensante, et l'autre, Helio Gracie, c'était plutôt une personne qui était... plutôt faible, un peu malade, il avait une ostéoporose, il était asthmatique, voilà. Et un jour, Carlos s'est absenté de la salle, et puis il a dit à son frère, tiens, fais l'échauffement, je reviens. Donc Helio, il a commencé à faire l'échauffement, sauf qu'il l'a pas fait comme d'habitude. Il l'a fait comme lui l'avait résonné dans sa tête. Et c'est de là qu'est né le jiu-jitsu brésilien, et s'est développé, le jiu-jitsu Gracie en tout cas. On pourrait en parler des heures. Hein, j'imagine. On a
un créneau horaire. Il y a une autre photo de toi. Alors ici, là, ouais, tu ça es- c'est des beaux souvenirs. Ça, c'était, si tu veux, j'avais développé donc plusieurs équipes. J'avais permis à plusieurs équipes de travailler avec moi pour faire avancer un peu les compétences de chacun, hein, parce que c'est mon boulot à l'origine, de développer les compétences des autres pour leur permettre d'ouvrir, de prendre du bon temps dans le jiu-jitsu, d'amener des choses intéressantes. Et là, on était à Toulon et on pouvait voir Jean-Jacques Cordier, qui est tout à gauche, qui est le premier gars à avoir monté une compète qui s'appelle le VIC à Toulon. Donc le VIC, qui était une grosse compète internationale et européenne, et ça envoyait du lourd. Hein. Donc lui. Mais à toi, Rémi, tu as déjà pratiqué, toi qui es sportif polyvalent, tu as fait un peu du jiu-jitsu brésilien. Tu en as fait, ouais. Bah, c'était dans mon ancien club de MMA. Ouais. Donc il y avait une compétition au Maroc. Et en fait, je connaissais rien au JJB et je me suis envoyé à la faire. Donc je maîtrisais un peu le grappling, quoi. Donc avant de faire cette compétition, ben j'ai pris des cours de JJB avec le kimono, etc. parce que je maîtrisais pas du tout le kimono. C'est une discipline qui est totalement différente. Son visage s'est éclairé, tu sais, quand tu as dit que tu as fait du jiu-jitsu et tout. Je pense que ça a plu à Romain. Mais donc du coup, c'est vrai que le fait d'avoir travaillé, j'ai fait ça en express, c'était vraiment pour découvrir, pour toucher, quoi. Ouais. Et c'est vrai que j'ai pu le premier combat, j'avais rentré une clé de cheville. Donc grâce à 2-3 techniques que j'avais appris avec le kimono, comment saisir et tout, que je connaissais pas du tout avant. Donc ça va, j'en suis assez content. Mais c'est pas ce que je préfère le plus, le kimono. Donc je respecte beaucoup la discipline, mais j'ai du mal à porter un kimono et je trouve ça étouffant et c'est difficile pour moi. Mais au moins je suis content d'avoir essayé, d'avoir fait mon opinion et voilà, quoi. D'accord. On a encore quelques petites photos avec toi, et peut-être même une petite vidéo. Alors là, c'est qui, c'est ce monsieur alors ce monsieur, c'est un grand monsieur, hein, qui est c'est Gilberto Ferraz, qui est un Brésilien, qui est un gros représentant du jiu-jitsu brésilien mondial, qui appartient à une équipe qui s'appelle la GF Team, et qui est une grosse école au Brésil. Donc là, il était en stage à Bonneveine, à travers parce qu'il a des représentants qui sont ici à Marseille, hein, des gars que j'ai avec qui, ils ont commencé avec moi, puis ils se sont développés par la suite en prenant leur chemin, hein, ce qui est tout à fait honorable. Là, c'est toujours avec le kimono, c'est ça? Alors, c'est ça, ouais. Alors, alors, sur la photo, quand vous la voyez, à gauche, le petit monsieur en blanc, c'est mon prof, c'est Vinicius Ayeta, qui est le premier à avoir ouvert une filiale Gracie dans le monde entier, à Tijuca, d'accord, qui est 6e degré aujourd'hui. C'est mon prof, c'est ma source d'inspiration. Et à droite, tu as Tayeb, à qui je passe un énorme bonjour. Hein. Tayeb, c'est un pratiquant qui a commencé avec moi il y a plus de 10 ans, à la Busserine, au BCR 13. Là, j'avais commencé à donner des cours là-bas pour développer une section. Et Tayeb, il est parti vivre en Algérie. Et si tu veux, Tayeb, chaque mois, bon là, hors Covid, mais chaque mois, il descend au moins une semaine et il passe du temps avec moi pour s'entraîner. Il repart là-bas. Et il a monté une section où il y a à peu près 50 à 60 hommes sur le tapis. Il a à peu près une quarantaine de minots qui s'entraînent aussi. Et c'est un truc monstrueux. Donc, je lui passe encore un énorme bonjour. Parce que il est ceinture marron et c'est quelqu'un, je te dis, qui m'a jamais lâché. Ouais. Peut-être qu'on va finir par la petite vidéo si dès que la technique est prête. Là, on va voir un peu, voilà. Ah, ça, c'est une petite vidéo que j'avais montée de promo pour le club. Donc, à savoir que je donne des cours. C'est marrant que ce soit écrit Team Evolution Pancras. C'est ça, c'est parce que je donne les cours là-bas, en fait, au 5 Avenue. Hein. On a un partenariat avec Michael Cordero et Anthony Judici et Jérémy Sey, qui sont des amis depuis de longue date. Et puis je donne des cours là-bas, j'officie tous les mardis, tous les jeudis, de 20h30 à 22h. L'adresse, si tu veux la donner. 18 rue du Docteur Aquaviva, donc dans le 4e à Marseille. Vous avez un site internet Il y a une page Facebook et un compte Instagram, tout le monde peut aller dessus, hein, c'est Evolution Pancras Marseille, et vous trouverez... Team Evolution, ouais, mais vous tapez, ça va ressortir, hein, de toute façon. D'accord. Et tu connais aussi Adam? C'est là où Rémi est inscrit aussi. Hein. D'accord.
C'est un club où il y a du MMA. Alors, il y a du MMA, il y a du pancras, du jiu-jitsu. Et le jiu-jitsu brésilien avec moi, ouais. D'accord. C'est ça, dans le 4e ? Ouais, en face du cinéma Pâté, Madeleine. Ouais. Excusez-moi pour le coup de com' pour le cinéma. On a dit c'est l'émission qui parle de sport, mais pas que. D'accord. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir transmettre à tout le monde, peu importe son origine, sa provenance, peu importe si on est des débutants, hein, très souvent on l'entend ça, ouais, je suis débutant. Est-ce qu'il y a une salle de sport aussi? Parce que des fois, par exemple, je sais que dans les clubs de boxe, tu as une salle de musculation à côté pour faire un peu de la préparation physique. Alors, là-bas, on a tout ce qu'il faut au 5 Avenue. En tout cas, on a tout ce qu'il faut. À Team Evolution, on a du matos. Hein. On a des box, on a des ballons, des bagues, de la Battle Rope, des kettlebells. Vous faites aussi un peu de préparation physique. Enfin, un peu de prépa physique, ouais. Donc voilà, après c'est de la préparation physique liée et adaptée au sport qu'on pratique, mais bien sûr. C'est pas pour le foot. Voilà, tout est relatif. Et après voilà, comme j'expliquais, je donne des cours pour tout le monde, pour tous. Et encore une fois, j'ai une manière de donner des cours qui n'est pas dans le sens où on va rechercher à tout prix de la performance sportive, comme on peut voir dans certaines équipes, ce qui est tout à leur honneur. Mais moi, je suis plutôt à faire sortir les caractères, les attraits de chacun, les lacunes de chacun pour les utiliser dans la vie courante. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas qu'un sport en soi, en fait. Ça représente 5% du jiu-jitsu brésilien. Le combat représente 5%. D'accord. Il y a tout le reste, c'est un mode de vie, c'est un univers, c'est une manière de s'adresser aux gens, de communiquer, de communier aussi. C'est important. On parlerait des heures avec toi, Romain. Merci beaucoup. Hélas, on arrive au bout de cette émission. Non, je prends l'antenne. Merci en tout cas. Vous avez des choses à dire? Rémi, tu voudrais le mot de la fin? Merci beaucoup. Et c'est vrai que, comme il dit, c'est dans les sports aussi, ce qui est important, c'est d'enseigner une morale aussi, une attitude, un comportement. Donc, c'est la plus grande des richesses. Écoute, je te remercie d'avoir participé à ce 1, 2, 3 Merci à toi pour l'invitation. Le mot de la fin, Romain. Je voudrais faire une big dédicace donc à Jean-Marc Noblot qui est mon prof, mon papa spirituel d'Aix-en-Provence, hein, qui est mon prof, le fondateur de l'école base avec laquelle j'appartiens. Shan Keo, pareil, qui est la fondatrice aussi de l'école base. Et Vigna Yeta, Charlie, toute l'équipe. L'ARS Team BJ France au complet et voilà, et puis un big up à Jean-Alain qui nous a invités sur cette émission. Avec plaisir. Il y a Rémi qui veut faire une dédicace aussi. Également aussi, donc j'en fais une pour le club de lutte de Marseille, Lutte Olympique Massilia. Qu'on retrouve où l'adresse? Tapez sur Instagram ou sur internet Lutte Marseille, vous allez vite trouver. Pourquoi tu ne veux pas donner l'adresse? Parce que je l'ai pas. Sinon je l'aurais donné. Attends, moi je titille. Mais ouais, sur Instagram ou sur Google, vous allez vite retrouver. Et aussi tes projets, toi, Team Evolution pour l'avenir. Si ça a rapport avec le sport, c'est déjà d'arriver à taper un straddle et faire une planche. Peut-être faire une compétition de calisthénie. Pourquoi pas. Mais voilà, cette année aussi, après que le Covid c'est compliqué, mais je voulais continuer les compétitions, notamment faire en MMA et en lutte aussi. D'accord. Donc on verra. S'il y a moyen, si c'est pas trop compliqué avec la situation, je suis partant. Super. Adam, le mot de la fin pour toi qui est avec moi maintenant pour cette 3e édition de 1, 2, 3 Coaching, qui, je vous rappelle, est rediffusée le mardi suivant sur YouTube, sur SoundCloud, sur Facebook. Et on a mis en place aussi une campagne pour nous soutenir. Donc, vous allez sur GoFundMe et vous tapez 1, 2, 3 Coaching. Et vraiment, si vous pouvez nous aider financièrement, bien sûr, parce que c'est des frais, c'est une idée, c'est une expérience. On a envie d'aller loin, on a envie d'inviter des gens. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir, à liker, à partager et à nous laisser vos commentaires. Adam, le mot de la fin. Petit mot de la fin pour rejoindre du coup à travers le sport. En gros, c'est pas juste de la pratique pour être forcément en forme ou pour, si on peut voir que le côté superficiel, par exemple, donc d'améliorer sa forme physique ou son esthétique, son apparence, mais qu'il y a aussi l'aspect derrière de se développer soi-même, par exemple, de faire de nouvelles connexions avec des personnes. Moi, en tout cas, ce que ça a apporté, de nouvelles connexions. Et aussi un élément important, j'en parlais avec un ami tout à l'heure, et c'était l'élément de
à travers le sport, par exemple, moi j'ai fait à partir de 18 ans, j'ai commencé. Et en gros, petit à petit, j'ai commencé. Quand j'ai commencé, c'était facile. Après, quand j'ai fait, c'était dur parce qu'il fallait avoir de la discipline. Et après, à force avec le temps, c'était encore plus facile. Limite, c'était difficile de pas faire d'arrêter. Mais le truc que j'ai appris, c'est qu'en gros, il y a des objectifs. Et par exemple, j'avais des objectifs, ou plutôt, c'était pas forcément des objectifs fixes, mais je voyais des choses et je voulais faire ça, je voulais faire ça. Et petit à petit, d'arriver et d'avoir réussi en gros à avoir réussi à réaliser ce que je voulais faire en le voyant dans des vidéos par exemple, ben, ça m'a donné le côté en gros une confiance dans le côté dans le travail, une confiance dans tout ce que je veux par exemple, ben, avec le travail, avec le temps ça peut arriver, et donc plus de détermination, plus de confiance en soi et d'espoir que les choses avec le travail peuvent arriver par exemple. Donc c'est bon pour la vie de tous les jours et pour tout type de projet. Le dépassement de soi une fois de plus. Mais bravo Adam pour cette leçon de vie et de sport. C'est personnel, mais je pense que c'est... Mais c'est très bien. Voilà. Ici, on a la parole, on s'exprime et on communique avec les gens notre passion. Je vous remercie. On va arriver à la fin de cette émission. Je tiens à remercier les studios Black Feeling Radio qui nous hébergent, à Jimmy qui est à la technique. On vous dit rendez-vous à la semaine prochaine avec de nouveaux invités, avec des chroniques, avec beaucoup d'informations, des news sur cette émission 1, 2, 3 Coaching. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous encore les gars. Merci d'être venus. Ouais, merci. À très bientôt. Jean-Alain. Merci. Merci coach. Merci à tous. Merci.